Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on revient sur les TSA, les troubles du spectre de l'autisme, avec Florence Martin. Elle co-signe un ouvrage riche, éclairant et pratique sur le sujet. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buol. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire, de géographie et d'art plastique aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture à Nantes d'une spectaculaire exposition consacrée au paquebot. Et puis en fin d'émission, rendez-vous, comme chaque semaine, avec Marie-Olivier, un cours particulier aujourd'hui sur une fondation suisse, Graines de paix. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Florence Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur documentaliste dans un collège en Haute-Loire. Non. Mais pas du tout, dans la Loire. Dans la Loire. Dans le 42. 42, mais quelle inculture géographique, ce David Enkoff. C'est une honte. Bien sûr, dans la Loire, dans le Roannais. Et vous êtes par ailleurs enseignante en communication à l'école des mines de Saint-Étienne. Vous signez donc avec Émilie Derain un ouvrage intitulé « 100 idées pour mieux accompagner les jeunes autistes Asperger ». C'est aux éditions Tom Pouce, maison que nous aimons beaucoup. Ici, un mot sur Émilie Derain. Votre rencontre, elle doit rien au hasard et ce bouquin non plus. Au fond. Non, mais rien n'est dû au hasard. Non, voilà. Absolument rien. Émilie est une de mes collègues dans le collège dans lequel je travaille. Nous nous sommes rencontrés, on s'est découvertes, on a trouvé qu'on avait pas mal de particularités et surtout quelque chose qui nous rapprochait. Nous avions toutes les deux des enfants atypiques. Voilà. Neuroatypique. Neuroatypique. Alors, j'aime bien dire atypique au départ. Ouais. Et puis ensuite, bien sûr, c'est révélé que c'était des enfants neuroatypiques. Vous choisissez pour ce livre d'employer le terme Asperger, alors qu'en fait, depuis 2013, et je l'ai, il n'est plus tellement utilisé. On l'a remplacé, comme je l'ai fait en introduction, d'ailleurs, par TSA, trouble du spectre de l'autisme. Pourquoi vous avez choisi Asperger? Pourquoi vous l'assumez? Je l'assume complètement. Ouais. Je veux qualifier, en fait, ces enfants. Ils n'ont pas de troubles intellectuels, pour la plupart. Donc de toute façon, aucune déficience intellectuelle, au contraire. Et c'est aussi les marquer en disant, ils sont Asperger, ils vont pouvoir vivre avec ça correctement. Attention, c'est un handicap certes, mais c'est pas une maladie. Et ils vont pouvoir avancer avec un accompagnement. Et en fait, notre objectif avec ce livre, c'était de montrer que ces jeunes autistes pouvaient être accompagnés au sein des familles, mais également à l'école. On va quand même recommencer par le commencement et les caractéristiques. Il y a beaucoup de variantes, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de spectre autistique. Mais il y a quand même quelques invariants. Ouais. C'est quoi les traits communs? Alors, une interaction compliquée avec l'autre, avec ses pairs, déjà, au naturel. Une difficulté, souvent on le dit, regarder les gens dans les yeux, c'est très compliqué pour ces enfants-là. Une volonté presque de se renfermer en permanence sur soi, des difficultés d'apprentissage quelquefois, pas que, mais quelquefois c'est des difficultés d'apprentissage, une motricité qui peut être un peu moins bien, des difficultés de sommeil, de troubles de l'oralité. Plein de petites choses. Hypersensibilité aussi. Ou hyposensibilité. C'est ça. Oui, c'est vraiment. C'est pour ça aussi que c'est extrêmement compliqué de définir exactement ce qu'est ce trouble du syndrome autistique et notamment du syndrome Asperger. Alors, une des raisons pour lesquelles vous faites le livre aussi, c'est pour casser les stéréotypes. Le message, si je le résume un peu à grands traits, c'est si vous avez vu Rain Man, vous n'avez pas forcément tout compris. Non, on n'a pas compris du tout. Et puis c'est dommage de résumer tout ça à ça. Non, bien sûr, c'est des enfants qui sont formidables, qui nous apportent beaucoup. Il faut savoir un petit peu décoder en fait et les aider à décoder notre monde pour qu'ils puissent s'intégrer et que nous puissions les intégrer. C'est surtout ça. Cette étape du diagnostic, elle n'est pas évidente. Non, elle n'est pas évidente, elle est de plus en plus évidente. Elle est de plus parce qu'on en parle, parce que... Exactement. Nous sommes, nous, enseignants, très peu à être formés pour accueillir ce genre d'élèves. Malheureusement, nous en avons. Qui n'ont pas, pour certains, déjà en collège, pas de diagnostic. Ils ont un parcours extrêmement compliqué où il a fallu un peu un parcours du combattant pour les parents. Les parents, ils ont tous conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pour plein de raisons. Mais trouver exactement le bon thérapeute qui va les aider à trouver la raison pourquoi leur enfant ne fonctionne pas comme les autres, c'est extrêmement compliqué. Avec en plus des différences entre les métropoles et des N'en parlez pas. Oui, c'est ça. C'est extrêmement compliqué. Nous avons, pour avoir un diagnostic aujourd'hui, presque à 1 an à 2 ans d'attente. Wow. Dans les services. Pour avoir les rendez-vous. Ouais. Donc déjà, commencer avec son médecin traitant, certes, mais le médecin traitant ne sera lui-même n'est pas forcément plus formé que les enseignantes et les enseignants. Ouais. Alors aujourd'hui, quelques enseignants bénéficient de formation.
ce qui a été mon cas, et c'est à ce moment-là qu'on a compris certaines choses aussi. C'est-à-dire ? On a eu des formations, parce qu'on nous a, entre guillemets, je vais vraiment mettre les guillemets, imposé des élèves Asperger au lycée. À l'époque, je travaillais en lycée, et il a fallu les accueillir. Sauf qu'ils étaient extrêmement réactifs à la lumière, extrêmement réactifs au bruit. Donc on a mis tout un système, on a mis en place plein de choses pour qu'ils puissent vivre au mieux leur scolarité, en baissant les lumières dans les salles, en expliquant aux autres aussi comment allait réagir tel ou tel l'enfant par rapport à telle ou telle situation, pour qu'il puisse l'accompagner et pour que lui puisse se trouver dans une scolarité quasi normale. Et ça, ce sont des démarches qui sont absolument essentielles. On avait accueilli Bertrand de Montubert qui, dans l'enseignement supérieur à l'université à Toulouse, avait mis en place tout un dispositif justement et qui repose entre autres là-dessus, et en disant que dans certaines circonstances, certaines situations, tout simplement, ces élèves ne peuvent pas apprendre. Non, parce qu'ils ne se trouvent pas de place, ils ne trouvent pas leur place, on ne leur donne pas leur place, parce que c'est des enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent suivre un cursus tout à fait normalement, mais de manière accompagnée. Alors, dans les traits communs, pardon, je vous coupe, mais parce qu'on ne l'a pas mentionné, c'est la fatigabilité aussi de tous ces enfants. C'est ça, c'est-à-dire que comme ils sont obligés de compenser pour arriver à suivre un cours normalement, comme les autres, eh bien, ils ont une fatigabilité extrême. Et puis, ils vont garder au fond d'eux tout ce qui a, toute la colère, par exemple, de ne pas pouvoir assister comme les autres à un cours normal. Alors, il y en a parmi eux, et plutôt parmi elles, qui gardent beaucoup, si bien qu'elles sont moins bien diagnostiquées, c'est les filles. C'est les filles. C'est extrêmement compliqué. Les jeunes filles ont ce syndrome de caméléon aussi. Elles ont ce syndrome de se dire imposteur, je ne suis pas à ma place, mais elles sont capables d'imiter et de faire en sorte de passer à travers les mailles du filet. On a très très peu de jeunes filles qui sont diagnostiquées tôt, en fait. C'est souvent à l'âge adulte qu'on s'aperçoit que finalement, si je comprends bien et si je regarde un petit peu tout ce qui est écrit, je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de caractéristiques. Et là, on arrive sur un diagnostic. Et c'est la porte ouverte à quelque chose qui soulage. Et oui, bien sûr, parce qu'on va enfin pouvoir aider. Parce que ce qui complique beaucoup les choses, vous le dites aussi, c'est que ces enfants sont tout à fait conscients de leurs différences. Dès le plus jeune âge. Voilà. Et donc, ce que vous décrivez à la fois en termes d'intériorisation chez certaines ou chez certains, mais aussi de réaction, etc., ça renvoie de la culpabilité, ça renvoie du je veux me planquer. En permanence de la culpabilité, un manque de confiance en soi, d'estime de soi. Donc, pour se construire, il faut avoir tout ça. Voilà. Et déjà qu'on est en deçà de tout, puisqu'on a cette impression de ne pas être sur la même planète que les autres, eh bien c'est encore plus compliqué. Alors à nous, en tant que parents, mais aussi en tant qu'enseignants, d'accompagner ces enfants au mieux. Et c'est pour cette raison qu'on a essayé de faire ce livre. Pour aider l'enfant, évidemment, tout compte. Les enseignantes, les enseignants, les soignants, mais les parents sont quand même à tous égards en première ligne. Et pour eux aussi, c'est crevant. C'est épuisant. Épuisé pourrait être le mot pour résumer le cheminement avec notre petit Asperger. Ces témoignages d'un parent, il y a des témoignages à la fin du bouquin. C'est ça, c'est exactement ça. Ils sont formidables, ces enfants, parce qu'ils sont étonnants. Ils ont des intérêts spécifiques, donc ils peuvent être considérés comme des enfants qui vont beaucoup plus vite que les autres. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, quand un enfant Asperger a un intérêt spécifique, il devient docteur d'État sur le sujet. C'est-à-dire que on connaît qui sont des vrais médecins, des neurologues, des neurologues, non, mais il faut se rendre compte quand même. Des géopoliticiens, j'en connais beaucoup. C'est une obsession. Alors c'est très rigolo quand ils sont petits, un petit peu moins quand ils sont plus grands, et en société ça passe pas toujours. Mais ça peut donner des idées de métier. Moi, on avait aussi accueilli le réalisateur d'un documentaire qui s'est baladé dans le monde entier auprès d'Asperger, qui avait justement ses intérêts très particuliers et qui avait réussi à en faire un métier, parce que finalement ce sont des métiers dans lesquels la capacité de concentration, d'attention, de creuser est fondamentale. Elle est fondamentale, mais ils sont des experts sur un sujet. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut être expert pendant un temps sur un sujet, puis hop, je tourne la page et j'en veux plus, et je prends un autre sujet. Et c'est ça qui est aussi étonnant dans ces petits Asperger, mais pour les parents, c'est épuisant. Répondre à 10 000 questions sur lesquelles vous n'avez pas les réponses, en plus. Essayer de toujours aiguiller sur un autre sujet, mais non, on revient toujours sur le même sujet, sur le même film, sur le même... C'est fatigant. Cet ouvrage est le fruit d'un long travail, d'un cheminement à la fois personnel et professionnel de deux autrices confrontées dans leur quotidien familial et de professeurs au syndrome d'Asperger. Ces autrices, ce sont Émilie Derain et Florence Martin qui est avec nous en plateau. 100 idées pour mieux accompagner les jeunes autistes Asperger, c'est chez Tom Pouce, et on retrouve Florence Martin juste après l'Anti-Sèche, Guillaume Buran.
Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Alors, il y a plein de programmes qui vont se mélanger dans notre anti-sèche du jour, notamment l'histoire, c'est melting pot. On va au musée d'art de Nantes, une exposition consacrée à l'histoire des paquebots. Oui, paquebot 1913-1942, une esthétique transatlantique. Voilà le titre de cette expo. Retour à l'époque des années folles, l'âge d'or pour les paquebots, tout autant palaces flottants que machines modernes aux profils fuselés. Et pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend, je propose de regarder la bande-annonce. Alors nous sommes à une période où aux États-Unis il y a une loi qui s'appelle Immigration Act of, je vais vous la faire en français, 1924, qui est promulguée par le président de l'époque, qui s'appelle Calvin Coolidge, une loi fédérale donc qui date du 26 mai 1924, qui renforce et qui pérennise l'Emergency Quota Act en fait, qui diminuait les quotas d'immigration et l'arrivée dans le pays, la loi qui limitait à 2% par an l'entrée de nouveaux immigrés par rapport au nombre de résidents de chaque nationalité qui vivaient aux États-Unis, que l'on calcule désormais sur le recensement de 1890. Des embarcations fortement utilisées donc par ces immigrés. On a toutes ces images. On se rappelle de ces cours d'anglais où on parlait justement de cette immigration. Ils arrivent à Ellis Island. Ellis Island, effectivement, en arrivant d'Écosse pour la plupart et d'Irlande. Alors à la suite de cela, il y a aussi la Grande Dépression de 1929, une longue phase de crise économique, toujours aux États-Unis, de récession, qui a frappé l'économie suite à un krach boursier américain en 1929 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les principales compagnies donc vont se tourner vers une clientèle de loisirs, y compris les intellectuels, les écrivains, les artistes en quête d'échange avec l'autre continent. Objet de rêve également, de fascination pour certains dans les milieux d'avant-garde au début du XXe siècle. Les paquebots ont donc inspiré de nombreux peintres, de photographes, d'artistes, de cinéastes et d'architectes. C'est une expérience qui est inédite de voyage, des palaces qui sont flottants, qui ont bouleversé le rapport au temps. Un instant suspendu, si certains peut-être qui nous regardent ont pris justement ces paquebots. Des rencontres, là aussi on a pu le voir dans certains films, plus de 180 œuvres réunies, peinture, affiches, photographies, c'est ce qui vous attend au musée de Nantes. Et dans quel film Titanic. Vous nous le chantez? J'ai pas osé. Vous n'osez pas, vous auriez pu. Elle s'articule comment cette exposition? On a plein d'images à vous montrer et elle s'articule en deux temps. La première partie, elle démontre que l'objet paquebot justement a fasciné les artistes d'avant-garde, de la photographie à l'architecture en passant par la peinture. Et puis la deuxième partie, on étudie l'expérience du voyage, le luxe, là aussi feutré, les décors intérieurs art déco. Revenons à Titanic, on a toute cette image de Rose et puis de notre ami Leonardo DiCaprio qui sont en train de gambader et ces gens qui sont sélects justement. Et voilà, l'idée c'est de mettre en avant cet art déco avec des pièces, des objets que vous pourrez retrouver dans cette exposition. La photographie, là aussi les nouvelles technologies et techniques qui ont été prises, des véritables palaces flottants, on en parlait, avec à bord un micro-société justement qui rassemble des voyageurs qui sont aisés ou plus modestes, là une nouvelle fois. Et c'est un théâtre. Et puis c'est un théâtre, bien évidemment. Les rencontres, on s'habille. Ouais. Je pense que cette image de Titanic, c'est vraiment ce qui peut résumer, on va dire, cette exposition-là, si vous allez du côté de Nantes. C'est-à-dire les extrêmes entre toutes celles et ceux qui sont montés clandestinement et puis celles et ceux qui ont l'argent pour profiter. Alors est-ce qu'aujourd'hui ça reste d'actualité? Je mets un point d'interrogation et je vous laisserai y répondre. L'expérience donc de voyage sur ces paquebots, c'est ce qui vous attend avec là aussi, disons, de la 3D et des écrans pour mieux vivre tout cela. C'est du 25 octobre au 23 février, donc vous avez le temps d'en profiter. C'est à Nantes, on le rappelle, au musée d'art de Nantes. Et c'est à Nantes, et comme je viens de lire un article du Monde sur le sujet, je réponds à votre question. Selon Cruise Lines International Association, moi aussi je tente mon anglais, 31,7 millions de passagers en 2023 sur les navires de croisière, 40 millions prévus en 2027, plus 16% de Français. Donc réponse à votre question, oui, ça séduit de plus en plus. Effectivement. Merci beaucoup Guillaume pour cette anti-sèche, direction Nantes, pas en paquebot évidemment, de préférence de manière décarbonée, pour voir l'exposition Émilie Derain et Florence Martin, Sortidée pour mieux accompagner les jeunes autistes Asperger, édition Tom Pouce. C'est le sujet du Grand Oral avec Florence Martin qu'on retrouve.
Florence Martin, on a récemment parlé sur ce plateau des tempêtes émotionnelles, autour d'un autre livre d'ailleurs des éditions Tom Pouce, avec les Asperger. C'est un énorme sujet. Oui, énorme. Les émotions sont décuplées chez les Asperger. Chez les jeunes Asperger, on passe de la colère à l'émotion, à la détresse. Toutes les émotions sont décuplées, mais en un instant. Et on a quand même quelque chose qui est très similaire chez tous ces Asperger, c'est ces crises qui sont récurrentes pour extérioriser tout ce qu'ils ont pu contenir dans la journée pour essayer de faire comme les autres, essayer d'être comme l'autre, parce qu'ils ont conscience... Ils ont cette obsession-là, ils savent qu'ils ne sont pas tout à fait comme l'autre. Oui, ils ont rajouté un petit peu en permanence de vouloir être comme l'autre. Bouquin extrêmement riche, il y a plein de témoignages, il y a plein de solutions aussi. Je veux bien qu'on parle maintenant un petit peu des solutions, on ne va pas pouvoir toutes les donner. Il y en a une qui m'a intriguée, vous proposez d'utiliser des scénarios sociaux, social stories. Alors ça, je continue l'anglais pour l'accompagnement de l'Asperger. Oui, en fait, c'est presque des jeux de rôle. Ouais, c'est exactement ça. C'est de les mettre en situation de manière à ce qu'ils puissent comprendre tout ce qui se passe dans une interaction. Ils ont ce souci de ne pas pouvoir interagir comme ils le souhaitent. Vous avez un exemple de ce genre de situation? Ah ben, mais dans la cour de l'école. C'est ça. C'est ça, tout simplement. Essayer de comprendre que dans la cour d'école, il va y avoir du bruit. Ça, généralement, c'est compliqué. Il va y avoir des cris. Et ça aussi, c'est compliqué. Et puis peut-être que je vais me retrouver seule. Donc ça aussi, c'est compliqué. Et en fait, de faire ce jeu de rôle et d'expliquer tout ce qu'il va y avoir autour de lui l'amener à comprendre, à lui faire comprendre, et ben ça va lui permettre, à un moment, d'appréhender un petit peu mieux l'autre. Parce que son souci, c'est quand même d'avoir des amis. Parce qu'ils sont souvent seuls, ces petits Asperger. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Forcément. D'où l'importance dans la formation des enseignantes et des enseignants, j'imagine, de leur dire qu'il faut également veiller à ça, veiller à la vie sociale de ces enfants en dehors de ce qui se passe dans les cours. Exactement. Le gros souci, c'est pas la salle de classe. C'est ça. C'est la cour de récréation. La salle de classe, oui, dans le sens où il faut les mettre plutôt vers nous pour qu'ils soient un peu en extérieur, je vais dire, des bruits qui peuvent être parasites dans une salle de classe. D'être proche de quelqu'un qui ils vont avoir confiance, mais la cour de l'école reste quelque chose qui est compliqué. Le bus reste quelque chose de compliqué pour eux, tous ces genres de choses, parce que souvent... Dès qu'il y a de la foule, dès qu'il y a du mouvement, dès qu'il y a du bruit, dès que ça les lumières angoisse, aussi. Les lumières, dès que ça les angoisse, ils vont pouvoir avoir des gestes un peu répétitifs ou des mots un peu répétitifs, parce que ça va les soulager aussi, leur stress va baisser en faisant ces gestes-là, et notamment, donc c'est pour ça que toutes ces petites histoires que l'on va mettre en place pour essayer de comprendre comment fonctionne la vie de tous les jours. Ça leur permet de se raccrocher. L'enfant Asperger, peut-on dire dans votre livre, peut avoir des tics verbaux à tout moment, cris d'animaux, c'est assez impressionnant. Il y a aussi des phrases fétiches, détournements de mots ou d'expressions, et puis l'écolalie, ce qu'on appelle l'écolalie, c'est... Les petites fins de phrases, des petites qui sont répétées en permanence. Voilà. Et ça fait partie quand même du caractère assez épuisant de la chose. Mais c'est aussi nécessaire. Voilà, c'est ça. C'est pour eux et pour l'entourage. C'est tout paradoxe, c'est-à-dire que c'est épuisant, mais ça reste nécessaire pour essayer aussi d'évacuer tout ce stress. La communication, c'est vraiment, s'il y a un mot-clé, un message clé dans l'ensemble du bouquin, il est là. Oui, exactement. Communiquer pour mieux comprendre. C'est ça. Pour mieux comprendre et trouver des solutions. Rien n'est immuable, on est d'accord. Il faut essayer. Ces enfants n'ont pas de difficultés scolaires, globalement. Ils peuvent avoir, bien sûr, des choses qui vont être des 10 potentiels, bien sûr, mais globalement, ils n'ont pas de difficultés scolaires. Ils ont juste cette difficulté à s'intégrer dans un groupe, à avoir des interactions compliquées, à ne pas comprendre pourquoi cette personne va réagir, pourquoi cette personne va lui dire je vais t'enfermer dans un placard, parce que eux, ils vont prendre les choses au pied de la lettre, au sens premier des choses. Mais pourquoi ils vont m'enfermer dans un placard, alors que c'est du second degré et tout le monde comprend. Il y a tout l'enjeu du second degré et de l'humour aussi qui est très important. Ce que vous racontez aussi, c'est que l'intégration, c'est le combat d'une vie. Ça continue notamment quand on est jeune adulte. Et c'est pas plus évident qu'à l'école, parce qu'au moins à l'école, il y a des adultes. Avec un peu de chance, ils ont été formés. C'est très compliqué. Et puis il y a les parents. Après, c'est super galère. C'est extrêmement compliqué. Les jeunes Asperger adultes ont souvent une difficulté à trouver leur place dans la société. Ils sont souvent plutôt bardés de diplômes, sans grande difficulté, ont réussi dans la mesure où ils ont été accompagnés par des parents et des professeurs bienveillants. Ils ont pu avoir des diplômes. Et puis quand il va falloir trouver un petit peu sa place dans la société, là, ça devient compliqué. On n'est jamais assez bien. Ils ont aussi cette difficulté à trouver leur père dans une société, enfin dans une entreprise, et donc de ne pas se reconnaître et d'être jamais à sa place. Avoir toujours ce sentiment de n'être jamais à la bonne place au bon moment.
Vous êtes professeur documentaliste en collège. Est-ce que déjà votre CDI, vous l'avez un petit peu adapté pour qu'il y ait des zones de calme? Oui, tout à fait. Alors, c'est très important. Ouais. Il y a des lieux de repli, en fait, où on leur dit, si ça ne va pas... Coin calme. Calme. Moi, j'aime bien dire que le CDI, c'est le lieu de ressources, mes ressources numériques, papier, mes ressources, je me ressource. Et en fait, ces enfants, ils ont besoin de se ressourcer. Ils ont besoin de se poser, d'avoir un temps calme pour pouvoir éviter que toutes ces émotions soient trop pleines, il y ait trop d'émotions et que ça explose. Un enfant Asperger qui explose, c'est pas rigolo, hein. Alors, généralement, il n'explose pas trop dans la sphère sociale. Ça arrive. Mais quand il rentre à la maison, c'est extrêmement compliqué. Mais tous les enfants, d'ailleurs. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, au fond, c'est que ce sont essentiellement des réactions exponentielles, mais qui sont les réactions de tous les enfants. Un enfant qui n'est pas atypique ou neuroatypique, qui rentre le soir à la maison, qui s'est contrôlé toute la journée, c'est connu de tous les parents. Il peut y avoir un petit moment de... Sauf que là, c'est très amplifié. Ça peut durer des heures. Les murs de certains parents, des parents nous ont dit que les murs des chambres sont cassés. Ça porte les traces. Une violence terrifiante. Nous, on dit souvent qu'il faut avoir un punching ball à la maison et aussi des masses de papier à déchirer pour essayer d'extérioriser tout ce qu'ils ont pu, parce que quelque part, ils se sentent toujours un petit peu en deçà de tout. Tout le temps, en permanence. Donc notre travail, c'est aussi de les accompagner pour comprendre qu'ils ont confiance en eux. Et dans l'enseignement supérieur, puisque vous êtes également enseignante aux mines de Saint-Étienne, une des plus anciennes écoles d'ingénieurs en France. Elle a été créée, je crois, juste après les mines de Paris, si je me souviens bien. Il y a une petite rivalité entre les mines de Paris et les mines de Saint-Étienne. Alors c'est compliqué parce qu'on a affaire là à des étudiants qui sont un peu triés sur le volet aussi. Donc souvent des enfants qui ont déjà réussi ou déjà aussi avec des profils très atypiques. C'est ça. Donc on est à l'écoute. Alors moi j'ai un regard un petit peu bienveillant parce que j'arrive à les reconnaître maintenant un petit peu. J'essaye de les accompagner différemment parce que la communication chez un autiste Asperger, c'est compliqué. Communiquer devant... Alors moi, je travaille souvent les jeux de rôle aussi dans mes cours de communication orale et non verbale, mais c'est très compliqué de les mettre devant un public parce qu'il y a le regard. Ils n'arrivent déjà pas à se regarder eux-mêmes, puisqu'ils ne se comprennent pas trop. Ils ne comprennent pas trop comment ils fonctionnent. Donc c'est difficile de les mettre face à avec le regard de l'autre. Je perçois les personnes Asperger comme un fil éclatant dans la riche tapisserie de la vie. Notre civilisation serait extrêmement terne et stérile si nous n'avions pas et nous ne chérissions pas les gens avec le syndrome d'Asperger. Tony Attwood, exactement, c'est votre idole. C'est notre idole, mais c'est surtout... Alors, un mot sur qui il est et pourquoi c'est votre idole. C'est quelqu'un qui a écrit sur les Asperger, qui a été un des premiers à faire un ouvrage qui est une bible réellement, sur laquelle il faut se pencher quotidiennement quand on a des doutes sur notre enfant, notre propre enfant, ou même sur un élève. Et là, il va nous donner des petits tips, il va nous donner des petits trucs, et ça va nous permettre de comprendre que finalement, c'est une richesse extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils vont nous apporter beaucoup, ils vont nous agacer beaucoup, on est bien d'accord, mais ils vont nous apporter beaucoup. On sent quand même le bouquin écrit de l'intérieur doublement, à la fois comme maman et comme professeur documentaliste qui a eu et a peut-être encore à gérer des enfants neuroatypiques. Florence Martin avec Émilie Derain qui signe Santidée pour mieux accompagner les jeunes autistes Asperger. Et vous formez aussi et supervisez des équipes dans le domaine de la communication, du langage, des habiletés sociales. Si vous le voulez bien, Florence, on va maintenant prendre un petit cours particulier ensemble. On n'est pas super loin de vos sujets, vous allez voir. On va aller en Suisse avec Marie-Olivier, cours particulier. Marie-Olivier, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre rendez-vous avec le cours particulier chaque semaine à la découverte de dispositifs pédagogiques ou de grandes personnalités. Aujourd'hui, un dispositif pédagogique. On part en Suisse rencontrer une initiative pour la paix. Exactement, je vais vous parler de Graines de Paix. Graines de Paix, c'est une fondation qui promeut des solutions éducatives pour construire une paix durable dès l'enfance. Un sujet on ne peut plus d'actualité aujourd'hui. Comment on éduque à la paix alors ? Eh bien, la mission de Graines de Paix, c'est pas seulement d'éduquer à la paix, mais vraiment, ils ont l'intention de transformer l'éducation dans sa globalité. L'idée, en fait, c'est de favoriser l'épanouissement de chacun pour prévenir les violences. Concrètement, ils s'y prennent comment ? Alors, ils ont 3 angles d'attaque. D'abord, une approche pédagogique innovante qui reprend beaucoup de principes de la pédagogie active, des ressources très concrètes et puis des formations, notamment des formations pour les enseignants. Les ressources, pardon, je reviens dessus, ça peut intéresser aussi Florence Martin. C'est quoi, des kits Alors oui, il y a des kits pour les enseignants, par exemple sur la gestion de classe, comment garder un climat pacifique dans la classe. Et il y a des affiches aussi, des contes, des jeux. Et c'est pas seulement à destination des enseignants, ça peut aussi être à destination des parents ou des musées ou d'activités extrascolaires aussi. Et alors des outils aussi pour les enfants, notamment le jeu du médiateur, c'est quoi ? Oui, il y a des outils très particuliers. Donc le jeu du médiateur, eh bien, c'est un jeu dans lequel il y a des élèves qui ont des rôles. Donc, c'est un jeu de rôle vraiment de mise en situation. D'abord, premier rôle, les protagonistes du conflit.
Donc il y a différents protagonistes, par exemple 2 enfants qui jouent un désaccord, une tension. Donc typiquement, on se dispute le même jouet. Deuxième rôle, le médiateur. Donc le médiateur, il va essayer de résoudre le conflit, d'être impartial. Donc ça peut être un élève ou un groupe d'élèves. Et enfin, le reste des élèves, ce sont les observateurs. Et là, ils vont analyser, regarder et faire des retours après. Ça, c'est la répartition des rôles. Et ensuite, il y a un adulte qui lance le jeu en quelque sorte. L'enseignant présente le scénario. Donc là, le scénario, encore une fois, c'est les enfants se disputent le même jouet. Et là, ils vont le jouer en direct. D'accord, et le médiateur. Et le médiateur, là, il utilise des techniques de communication non violente. Par exemple, il reformule les propos des protagonistes. Il va poser des questions ouvertes du style « Comment te sens-tu » Et donc ensuite ? Et ensuite, les enfants, les protagonistes expriment leurs besoins, expriment leurs émotions. Et c'est là qu'ils vont essayer ensuite d'identifier une solution gagnante pour tout le monde, gagnant-gagnant. Donc par exemple, ça va être quoi pour le jouet ? Tu vas avoir droit à 5 minutes de ce jouet et puis après ce sera l'autre. Ou alors vous allez tout simplement faire une activité complètement différente, détachée de ce jouet, tous les deux, tous ensemble. Et ensuite, j'imagine des briefings avec la classe, avec les observateurs, c'est ça ? Pas oublier les observateurs qui ont leur rôle à jouer. Et là, les enfants répondent à des questions du type qu'est-ce qui a fonctionné, quels sentiments étaient présents, quelles tensions étaient présentes et comment le médiateur a-t-il réussi aussi à résoudre le conflit. L'idée, en tout cas, c'est qu'ils deviennent, vous le disiez au début, c'est un projet global, qui deviennent des acteurs de paix au sein même de l'école. C'est pas un truc abstrait. Exact. Au sein de l'école et au sein même des communautés. Par exemple, le jeu du médiateur, un jeu de rôle a été utilisé au Liban parce qu'ils étaient au Liban, graines de paix. Donc entre une communauté, il y avait des enfants qui se battaient dans un jeu de ballon. C'est un peu cliché, mais c'est le cas entre des enfants d'une communauté sunnite et chiite. Et donc ils ont utilisé un jeu de rôle pour résoudre ce conflit. Graines de paix qui intervenait au Liban, alors on parle, malheureusement, c'est pas tout récent, en Irak, qui intervient aujourd'hui aussi en France, en Suisse, au Bénin, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, partout en fait. Partout, ils sont dans pas mal de pays et des milliers d'enfants sont concernés par ces programmes chaque année. Et Graines de paix a aussi formé plus de 100 000 enseignants dans le monde à ces méthodes pédagogiques. Bon, on va en envoyer quelques exemplaires au Moyen-Orient, du côté de l'Ukraine et puis dans 2 ou 3 autres endroits de ce monde. Il y a de quoi faire. Merci beaucoup. C'est des outils précieux, ça. Je vous voyais très attentive à la chronique de Marie. C'est précieux. Finalement, on pourrait se dire que la communication, c'est la clé de tout. C'est ça. C'est vraiment ça, dans tous les sens. Rappelez-moi ce que vous enseignez. La communication. Ah oui, c'est ça. J'y tiens. Mais finalement, ça doit fonctionner. On va le croire très fort. Ouais. Et des scénarios comme ça vous arrive d'utiliser ça aussi ? Oui. Alors, le jeu du médiateur. Le jeu du médiateur, bien sûr, parce qu'en communication orale et non verbale, c'est très important de regarder comment l'autre va réagir. Alors, pour nos Asperger, c'est apprendre à voir comment l'autre réagit par rapport à telle ou telle situation. Mais dans la vie de tous les jours, dans une dynamique de groupe ou quoi que ce soit, c'est comment l'autre réagit pour fonctionner mieux. C'est-à-dire analyser le comportement et l'analyse. Donc, c'est très intéressant. Et communiquer, c'est la meilleure des choses. Et votre dernier livre, c'est avec Émilie Derain, 100 idées pour mieux accompagner les jeunes autistes Asperger. Et le prochain, c'est sur quoi ? C'est sur la communication non verbale et paraverbale. Drôle de hasard. Dont on parlait à l'instant, en partie en tout cas, parce que c'est pas que de la communication verbale et non verbale. Merci beaucoup, en tout cas, Marie, pour ce voyage en Suisse autour du travail que fait Graines de paix. 100 000 enseignants formés dans le monde, c'est quand même pas rien. Merci beaucoup, Florence Martin, de nous avoir accompagnés. Bon retour dans la Loire. Exactement. Et voilà, dans le Roannais pour le collège et à Saint-Étienne, à l'école des mines de Saint-Étienne. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec et Dylan Colère pour la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Sully Vanier au son, Mani Pezesh à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même, depuis la rentrée dernière, retrouver la version audio du Grand Oral sur les principales plateformes de podcast.